je reçois plus mes mails sur mon téléphone. Ah bon? J'ai arrêté. Ah, tu Je me suis asservi. se file à la patte. Ouais, c'est pas ça, c'est que ça sert à rien en fait. Libérer, délivrer. Tu réponds pas en fait, t'as juste une urgence et tu réponds pas. Donc ça te renvoie une image de toi qui est hyper médiocre et du coup tu te sens pas bien. Je dis bah j'ai envie d'enlever ça. Puis après le matin tu travailles, tu fais ah bah j'ai 15 mails. Tu réponds aux 15 mails. Après tu fais hop. Tu fermes. Et puis en fait personne n'est mort, tu fais pas de transplantation cardiaque donc c'est bon, ça marche. Personne n'est encore mort, donc c'est... Personne n'est encore mort parce qu'il n'a pas répondu à un email. À part le mec seul sur Mars, là vraiment pour le coup, vraiment faut répondre. Ce mec qui dit ah il me reste 3 pommes de terre, c'est vraiment chaud. Aidez-moi. Écoute, on est avec Kian Kojandi. Oh là là. Comment ça va? Depuis le temps qu'on doit faire cette interview, Kian. C'est vrai. Tu sais que j'ai interviewé plein de gens, et en fait, comme on se connaît très bien, je me suis jamais dit, tiens, en fait, je voudrais en connaître plus sur Kian, parce que je connais plein de choses déjà sur toi. Mais en revanche, j'oublie parfois qu'il y a des lectrices, il y a des mademoiselles qui aimeraient bien savoir un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu, etc., etc. Bah écoute, je suis très content, parce que ça fait... j'attendais d'avoir des choses à raconter, et ça y est, j'ai des trucs à dire. On m'a souvent dit, parle pas quand t'as rien à dire. Ça y est, j'ai des trucs à dire. Et on va dénoncer grave dans la vidéo, à base de câlins et de gentillesse. Ah oui, ça y est, où tu disais tout à l'heure que tu étais parti, t'as décidé d'œuvrer pour la gentillesse. Non, mais en fait, j'avais un article récemment qui disait que c'était cool le pouvoir de la gentillesse, que c'était comme ça que les équipes marchaient bien. C'était dans le Washington Post, je crois que c'était ça, ou dans Huffington Post, ou Post. Ouais. Un article sur Internet, mais où il n'y avait pas marqué... C'est dans Slate, je pense. C'est dans Slate, voilà. C'était un article cool. Et en fait, c'est une démarche qu'on a dans notre équipe depuis 3-4 ans, avec Bref, même pendant la série. C'est dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler, il faut que tout le monde s'amuse, quoi. S'il y a une moindre tension, on ne va pas faire des bonnes blagues. Et il n'y a rien de pire que de faire des super blagues et que les gens font ah 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 ah, et puis il y a un mec qui est mal au ventre dans l'équipe parce qu'il se sent un peu malmené, donc on veut que tout le monde soit cool. Si un chef opérateur, c'est-à-dire que le mec qui fait les images dit ah je m'amuse pas, mec prends 15 minutes, amuse-toi, je veux que tu sois heureux de ça. Et en fait bizarrement on fait des meilleures choses. On est plus content en fait et on dort bien. Parlons un petit peu de ton enfance, Kian, parce que ça y est, on est parti en mode Mireille Dumas. Vas-y. Tu sais. Hein. De mon enfance. Oui, bah oui. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie? J'ai grandi à Reims, donc à 120 km de Paris. Mon père était iranien, ma mère française, donc ils se sont rencontrés en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas dans un scénario si c'est possible un jour d'écrire ça. Bah, ils vont se rencontrer en Allemagne, ils ont fait leurs études là-bas. L'Allemagne, ça devait être cool dans les années 70. Genre, les Iraniens, il faut absolument aller en Allemagne, c'est cool. Et puis ils ont fait leurs études là-bas, puis après ils sont allés en Iran, et ils sont revenus en France dans les années 80, au début des années 80. Et puis j'ai grandi à Val-de-Murigny, à Reims, dans des quartiers très cool, pavillonnaires, sympa, simple, avec des gens cool, des gens sympas. Faire du foot, comme dans Liv & Tom. Et puis après, j'ai voulu faire de la musique comme dans les cassettes que ma mère écoutait, donc elle m'a inscrit à l'école de musique classique à Reims, qui s'appelle l'école Jacques Murgier. Une école d'horaire aménagé où le matin tu fais école et entre deux, tu peux partir aller faire ton cours d'alto, donc le violon alto. C'est une sorte de violon un peu plus grave. Des tout petits en fait. Des tout petits en fait. Ouais, je me rappelle même pas avoir dit à mes parents je veux faire de la musique, mais je sais que mes parents sont allés voir ma prof de maternelle, ils m'ont dit mais comment on fait de la musique si tu veux faire de la musique? Elle m'a dit mais j'en ai jamais parlé. Et en fait, c'est parce que ma mère écoutait Mozart tous les matins dans la voiture et j'avais des frissons quand j'écoutais Mozart. Donc ça m'a vraiment dit waouh, j'ai trop envie de faire ça. Et ironie du sort, quand tu arrives dans une école de musique, tu as 1 an de solfège en CP et après tu choisis un instrument. Et il y avait un tour de table, qui veut faire du violon? Tout le monde lève la main, 19 personnes lèvent la main. Le violon, c'est un instrument qui a pas mal de buzz, donc les enfants ils connaissent. C'est super dur à jouer. Il a fait beaucoup de vues sur Dailymotion, le violon ça a du buzz. Non mais c'est vrai, ça a du buzz. Tu parles le violon, piano, c'est les stars des instruments. 2-3 garçons qui veulent faire du saxophone, tu vois, ça claque. Ouais. Et après ils me disent qui veut faire de l'alto? Donc dans la famille des instruments, tu as le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse. De plus aigu à plus grave. Et alto, et vraiment, je te jure, ça c'est un truc, je savais pas ce que c'était, mais personne n'a levé la main, alors j'ai fait. Et donc t'as un gamin de 7 ans qui lève la main comme ça dans une classe, qui dit moi je veux le faire. Avec une voix comme ça, et du coup la prof dit ouais mais on peut pas ouvrir une classe pour un seul élève. Et il y a une des filles
Émilie, que je salue, et qui avait dit, qui était là, qui dit bon bah moi je veux bien faire de l'alto. Et du coup on a ouvert une classe parce que je savais pas ce que c'était qu'un alto. Et quand j'ai reçu mon alto, genre 15 jours après, j'ai fait ah c'est un violon. Ah je pensais que c'était un instrument avant. Et j'en ai fait 20 ans. C'est quand même fou, hein. C'est vrai. Et je suis content parce qu'Émilie, je crois qu'elle est prof d'alto et qu'elle kiffe ça, donc je suis très heureux. Ah ouais. Ouais, Ah donc en plus c'est des. ça allait loin dans le délire. Et Émilie, elle savait ce que c'était un alto? Oui, elle savait très bien. J'étais le seul gars à pas être au courant, vraiment. Mais j'ai kiffé parce que c'est un instrument. La musique classique, ça t'apprend la concentration, ça t'apprend l'échec. Parce que pendant 10 ans, c'est que des échecs de notes où tu n'y arrives pas, où tes parents ils font. C'est incroyable, mon fils, t'es un génie. En fait, c'est vraiment horrible et ça m'a appris à travailler 5 heures par jour pour pas avoir de résultats parce que c'est un art qui demande beaucoup de répétitions. Et une fois que tu as compris ça dans la life, bah après tu peux te mettre à beaucoup de choses. Ça fait du bien parce que tu dis je vais juste rater en fait. Et après je me suis mis à faire de la danse même quand j'avais 15 ans, je me suis mis à faire de la danse hip-hop avec tous mes potes que je salue vachement parce que les potes de Reims, plus c'est des mecs qui se démerdent vachement, qui sont hyper de l'initiative. J'ai un pote qui monte son école de danse en ce moment. C'est des gens hyper motivés, c'est des gens que j'ai rencontrés, qu'on est toujours en contact, ils ont toujours été de très bonnes sources d'inspiration. Tu vois. C'est toujours viens on danse, on s'amuse, on kiffe, on se réunit, on danse à Reims devant la Fnac, ouais. devant plein d'endroits, au Palais des Congrès. Et pareil, la danse hip-hop, c'est aussi beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de techniques, c'est très dur en fait. Et en fait, tout ça, ça t'apprend à ce que la difficulté est une routine en fait. Tu dis bah ouais, c'est dur, mais c'est la routine. C'est tout le temps dur en fait. Et pareil, après, récemment, je me suis mis au skate. Je pourrais faire un cut et mettre ma vidéo Instagram si tu veux. Ah oui, j'ai réussi mon premier kickflip. Eh mec, attends, tu te rends pas compte? Eh ben, le skate, c'est super simple, il suffit d'échouer 1000 fois. Je vais y arriver quand je veux. Voilà, c'est la seule façon de réussir un trick, une forme, une figure, il faut juste échouer 1000 fois. Voilà. Après, c'est super simple. J'aimerais être le gars qui arrive genre, bah, salut, je fais une super figure et dire, c'est vraiment incroyable. Non, c'est si simple. Non, c'est comme tout, le sport, tout ce que tu peux tous les arts, même le boulot en fait, même le job. Je me rappelle, le premier jour que tu arrives à la réception d'une banque, bah, t'es stressé, t'es pas bien, un coup de téléphone, c'est une montagne, t'as des montagnes partout. Répondre à un email, c'est une montagne, t'es entouré de montagnes en fait. Et t'es là, t'as un petit mousqueton, t'as rien quoi. Et après, bon, bah, à force de la répétition, chaque jour, tu commences à développer de la sécurité, tu commences à créer une zone de confort, et même dans le nouveau, on est parti loin, mais je trouve ça assez fascinant parce que ça a forgé vraiment toute mon envie, quoi. Dès que j'ai un truc dur à faire, je me dis ah cool, je vais le faire. Les 30 ans de Canal qu'on a fait, oui. Avec toute l'équipe de KM et tout, c'était Emotion Fan Club, c'était super parce que ce sont des exercices qui sont que basés sur la répétition. Et une fois qu'on a compris que faire, c'était juste répéter beaucoup de fois, et trouver de la passion dans le ah j'y suis arrivé un peu mieux, ah j'y suis arrivé un peu mieux. Merde, je me suis trompé. Saut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
bah, c'est pareil. Je pense qu'on peut, on peut se mettre à plein de choses et il suffit pas d'avoir dire ouais, bah, c'est facile quand t'es enfant et c'est facile quand t'as 30 piges, 40 piges, je sais pas encore, mais en tout cas, t'as peur, tu répètes beaucoup, t'échoues beaucoup, à un moment donné tu y arrives mieux, et à un moment donné tu y arrives, et à un moment donné tu maîtrises. Mais ça passe par la répétition. Et à un moment donné tu fais croire aux autres que c'est facile. Parce qu'il y a ce cap d'ego du genre, ça va, no big deal. T'as un souvenir de ce qui t'a fait aimer le fait que ce soit difficile, justement, quand tu étais petit? Parce que j'imagine que le violon, c'est sans doute l'un des instruments les plus durs à faire, en plus, sans doute avec la trompette. Parce que le piano, quand tu démarres, tu appuies sur une note, ça fait une note. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Quand t'es enfant, tu sais, c'est incroyable quand t'es gamin, c'est que tu fais des vortex de 10 ans sans même t'en rendre compte. C'est tu rentres dans l'école de musique, tu sors, à 15 ans, tu as une peu conscience de ce que tu fais, ce que tu vaux, ce que tu donnes aux gens, ce que les gens ressentent quand ils sont à ton contact. Et en plus, tu as un talent que tu as bossé pendant 10 ans. T'en as plus souvenir? J'étais pas le plus gros bosseur, hein, je t'avoue, hein, mais j'aimais vraiment la musique et j'aime toujours la musique. Je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. J'étais pas au conservatoire, pas tous les profs, mais il y a certains profs qui veulent beaucoup que tu sois un bon élève. Et je pense même de manière générale, dans le système éducatif, il y a beaucoup de profs, pas tous, parce que ce serait faux de généraliser. Ce serait de généraliser, parce qu'il y a certains profs en fait qui veulent que tu sois un bon élève. Il y a certains profs qui veulent juste que tu aies compris ce que tu leur dises et que tu t'amuses et que tu acquières ce que. J'ai jamais trop réussi à être un bon élève parce que je comprenais pas le délire des notes. Non, j'ai vraiment jamais compris ça. Et par contre, m'amuser, sentir la musique. J'avais une prof d'alto, Madame Bolbach, qui était exceptionnelle, qui me disait « T'as bossé ?» Pas trop. « Ok, on va faire du yoga. » Ok, on va faire des exercices de respiration, on va se détendre, et puis maintenant on va bosser. Essaie de jouer le morceau maintenant. Elle me disait, essaie de le jouer comme si tu étais un mec nouveau. Ouais, comme si tu venais une manière totalement nouvelle d'apprendre la musique. Et j'ai passé des heures mais à taper des barres avec elle. Tu vois, le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir vraiment impérissable. J'ai des profs d'histoire qui m'ont rendu l'histoire passionnante. J'ai des profs d'éco qui m'ont rendu les trucs vraiment des bons moments, tu vois, des trucs. Je pense qu'il y a cette un peu. Des fois, il y a des gens, c'était super bons élèves et ils y arrivent très bien. Moi, j'y arrivais pas en tout cas. Moi, j'avais besoin de sentir un peu les choses. Et pareil pour la difficulté de l'instrument, c'est dès que j'aime et que je me projette en me disant il faut que je maîtrise ça, j'ai une sorte de lubie et ça me rend heureux de réussir à moins échouer. Il était comment le Kian adolescent? Il avait un... J'étais assez caméléon. Comme mec, j'arrivais à traîner un peu avec tout le monde, sans forcément d'avoir une bande de potes fixe. J'avais deux amis, Goth et Vince, que j'ai toujours, avec qui on jouait beaucoup aux jeux vidéo, à StarCraft. C'est là qu'on a commencé à jouer à StarCraft à fond. À saigner, on a fait le championnat de France de StarCraft à Lille en 2000, c'était après le bac justement. J'étais arrivé en quart de finale, j'avais perdu contre un nordique, un mec de la team GG, qui dédicace. La fameuse team GG. La team GG. Non mais c'est des gars qui sont légendaires en fait maintenant. Des gars, si t'en parles, les gens font « T'as joué contre lui ?» Absolument. Et il y avait Elki à l'époque. Il y avait Elki qui était là il y avait Elki, il y avait Moment, tous les gros joueurs de l'équipe, dans cet entrepôt en 2000 à jouer. Elki qui était un des meilleurs joueurs. Qui est un des meilleurs joueurs du poker au monde et un des meilleurs joueurs de StarCraft 1 et 2 très bons skills et poker maintenant il round the world. Et donc ouais, t'étais un... He round the world, he ruled the world, he rules the world. Donc en fait, t'étais un ado un peu qui... Ouais, j'étais un peu caméléon, j'étais un peu passe-partout. J'étais très petit, donc j'avais vraiment besoin de faire rire les gens pour exister, sinon c'était compliqué. Et puis, je sais pas, j'ai passé mon lycée, j'ai passé une seconde au lycée Clémenceau qui était incroyable, avec que des gens, c'était une classe, on avait tous rien à faire ici, on était une sorte de patchwork de toute la ville qu'on nous avait mis dans une classe, et du coup c'était tellement marrant, quoi. On a tapé des barres, vraiment c'est une des meilleures périodes de ma life au lycée à Reims. T'as passé une adolescence cool alors? Ouais. Après, je passais beaucoup de temps à dormir, quoi, vraiment. Dès que je rentrais chez moi, je dormais, quoi. De 18h à 8h du matin, 7h, 6h50, temps de me préparer, 7h20, j'avais mon bus. Je dormais, quoi. Je dormais beaucoup.
J'étais pas du tout, j'étais pas trop un gamin à problème. J'étais pas trop la police, truc comme ça. Ou... T'as pas fait de vraie crise d'adolescence? Non, j'en ai fait une après, j'en ai fait une à 25 ans. Une vraie crise d'adolescence à 23 ans, quand j'ai commencé à m'affirmer pour faire du théâtre, là, ça a été plus douloureux. Justement, comment t'en es venu à faire du théâtre? Quand t'étais au lycée, rien du tout? T'es jamais monté sur scène et tout? Ou... Si, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que je suis retombé même sur une vidéo. J'ai une amie de l'école de musique qui m'a dit, tu sais que j'ai la vidéo de ta première scène. Je fais, ah bon? Et c'était le spectacle de fin d'année de CM2, et j'avais le premier rôle, et j'écoute, et j'ai des rires en fait. Je fais des trucs, je sors, je rentre, et les gens ils rigolent, et je fais, waouh, déjà? Je passais par ici par hasard et écoutais pleinement de ce magnifique récit. Quand on regarde qu'on va sur une silhouette si pure, si charmante. Tu t'en souvenais plus? Non, je m'en rappelais plus, et j'avais fait un stage aussi, tu sais, il y avait un atelier au collège, tous les ans je faisais un atelier le mercredi midi, ou à la cantine, c'était le jeudi midi, je sais pas. On avait monté une sorte de fable, un truc marrant. Et puis au lycée, j'avais fait le stage de théâtre. À la fac, j'avais fait un stage de théâtre. J'adorais ça, quoi. Mais c'était inconcevable de me dire, ouais, c'est ma vie. C'était juste, ça ne fait partie que du à côté, ça. Parce que dans le système éducatif, c'était le à côté. Et c'était tellement bien. Je kiffais tellement en parler. J'adore ça, quoi. J'ai l'impression de, je sais pas, de partager des rires avec les gens. C'est tellement kiffant. T'as fait un bac ES ou pas? Je fais un bac ES. C'est le bac, t'es pas bon en maths, t'aimes pas trop lire, allez, bac ES. Et donc après, t'as fait des études de droit, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé à... Ma mère, elle m'a dit, bah moi je suis juriste. On va faire ça. Le droit, c'est bien, ça mène à tout. Ok. 4 ans, ok. À avoir rattrapage, enjambement. J'ai eu ma licence, j'étais en maîtrise, et après, pareil, j'étais dans la classe de théâtre, c'était une des seules matières où j'avais 17. Je me suis dit, putain, c'est trop bien, quoi. J'aimerais vraiment que ce soit ça tout le temps, en fait. Et inconcevable dans ma tête que ce soit un métier. Inconcevable, impossible. Et puis, en même temps, je suis dans le magasin de mon père, et je travaille, je fais des tapis, je vends des tapis. Ton père avait un magasin? Ouais, un magasin de tapis, hein, ça. Donc je passe beaucoup de temps à m'ennuyer dans ce magasin et je regarde des DVD. Mine de rien, je commence à faire du montage. J'ai ma caméra depuis à peu près 5-6 ans. Je fais des montages, des premiers trucs. Ah, je pourrais t'enfiler peut-être un extrait, oui, si tu veux. Ah, putain, mes premiers podcasts. Mes premiers podcasts, mec. En direct de 2001. Qu'est-ce que tu veux dire? Salut, Kian, Reims, France, Europe, Univers, ce que vous voulez, Galaxie. J'ai fait mes premiers podcasts, je répétais et tout, je sais pas, et j'avais vu une interview de Franck Dubos qui commençait à cartonner en one-man show en 2002. Vraiment, c'était... je vous ai pas raconté son spectacle. Ouais. Et je me suis dit, mais ce mec, il a forcément commencé. Il y a bien un jour, il était personne, et après, il est monté sur une marche, il a commencé à jouer, et ça a marché. Et je me suis dit, mais comment il a fait? Moi, et rien que le fait d'y penser, ça m'excitait terriblement, mais ça me faisait très peur. Je me suis dit, mais comment je peux écrire des blagues? Comment je peux écrire ça? Et je me rendais compte que ça commençait à me trotter dans la tête. Et j'ai un pote qui m'a dit, ouais, je suis au cours Simon à Paris depuis 1 an. J'avais réalisé son clip de danse. Albert, danseur à qui je dansais, des fois on est dans son appart. On dansait toute la nuit. Les voisins étaient super ravis. Non, mais on passait des nuits à ça, quoi, à danser, à créer, à faire des vidéos, des trucs. Même avec mes potes, on sortait dans la rue à Reims. Reims, il n'y a pas un plan que j'ai pas filmé à Reims, quoi. Je connais toute la ville de Reims. Et j'ai commencé à tiquer, en fait. Et il m'a dit, bah passe au cours Simon, viens si tu veux. Et j'arrive, je m'inscris, je passe un texte. C'était le Chanel Roseau. J'avais appris le Chanel Roseau. J'arrive au cours Simon à Paris et on est en septembre à ce moment-là. C'est la rentrée, en octobre, j'arrive fin septembre, et je me pose dans le cours, Cyril Jarousseau qui s'occupe des gens qui arrivent, et je tape des barres, mec. Je pose mon cul sur le banc comme ça, je regarde les gens échouer, réussir, tu vois, voilà, l'échec, la répétition, ouais, moi j'y arriverai, t'y arrives pas du tout, tu vois, moi j'y arriverai, tu montes sur scène, tu sais pas comment ça se passe, donc t'as toute ça se met en place dans ta tête, et pour la première fois de ma vie, je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, ça, je vais faire ça tous les matins. Et c'est vraiment une sorte de déclic comme ça où t'as plus aucun doute. C'est tous les matins. Après t'appelles les parents, tu dis ouais, je vais pas rentrer, je suis désolé. Je vais pas me servir de mon billet de retour, vraiment. Je vais rester là, je vais trouver un taf et je vais apprendre. Et après, c'est un peu plus compliqué parce que tes parents disent ouais, mais il y a la rentrée, on s'est inscrit à la fac, il y a les modules, les TD, tu peux pas les rater. Je fais ouais, mais c'est ce que je vais faire en fait.
Et avec le recul, bah, j'ai toujours fait ça. J'avais même oublié que je l'avais fait tellement je n'avais pas considéré que je pouvais faire ce métier. Parce que c'est un métier qui est à part. On nous dit toujours, ouais, c'est l'amusement, c'est le bonus, tu vois. Et ben, je suis allé vers là où je m'amusais, en fait. Et je m'amusais là. On apprend énormément sur beaucoup de choses, sur la nature humaine en entier. À lire les auteurs, à rencontrer les gens, à faire avoir de belles affinités avec des gens. J'ai mon pote Patrick Pillard qui joue Steve dans Bref, tu vois, on s'est jamais lâché. Juste avant, on s'envoyait des textos. On s'est jamais lâché à ce moment-là, parce qu'on a vraiment une sorte d'amour qui est né à ce moment-là. Des gens avec qui tu crées des choses, puis tu dis, ah, finalement, bon. Puis tu vois, il y a toute cette rencontre de la nature humaine. Tu as vraiment une sorte de bande-annonce totale de ce qui va t'arriver 10 ans après dans le métier. Donc c'est super important. Le cours de théâtre, ça a été une étape très importante, parce que c'est 3 ans de laboratoire où tu échoues, tu réussis. Tu es un peu la vedette du cours, puis après tu y arrives moins, parce que tu as eu la confiance, du coup, boum, tu bosses moins, tu te laisses aller, donc tu dis, ah non, il faut bosser tout le temps, tu réajustes à chaque fois, donc c'est une bonne école de la vie. Tu sors donc, c'est en 2004, c'est ça donc tu sors du cours Simon En 2006-2007, je sais 2006. plus les dates, c'est 3 ans, donc 2003-2004, c'est en 2006-2007, ouais. Quand tu sors de là, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te lancer, d'écrire ton spectacle? Ouais. Ça fait 6 mois que j'écris déjà à la banque, sur le point texte. Que tu écris à la banque? Parce que je travaillais à la banque le matin. Je travaillais dans une banque au Trocadéro et je disais bonjour monsieur, bienvenue au travail. C'était mon métier. Bienvenue. En plus, les gars étaient vraiment. C'était réceptionniste. C'était Maxi Rich, quoi. Les gars, vraiment, c'est genre. Je dis Maxi Rich, j'ai envie de m'auto-baffer. J'ai une censure, une assemblée nationale dans ma tête qui a fait sanction, une claque dans sa gueule. Non, c'était marrant, je me suis dit, bah, si j'arrive à faire rire des mecs qui gagnent bien leur vie, à 7h30 du matin, en disant bienvenue au travail, ou en faisant une vanne à des mecs qui n'ont rien à attendre d'un mec qui les fasse rire, je pense que je peux faire ce métier. Donc j'ai commencé à écrire, à faire des blagues avec ces gens-là. Je suis resté en contact avec eux, c'est très cool. C'était tes premiers cobayes, c'est ça ton premier public? C'était mes premières vannes, ouais, pas mes premières vannes. Des fois ça marchait pas, mais pire, je risquais quoi? Rien. Tu reviens plus? Oh merde. Bon, bah je vais devoir travailler ailleurs, trouver un job ailleurs. Et après, bah, je commençais déjà à écrire mes premiers textes de One Man Show. Il y avait ce côté Franck Dubos, mais il a bien commencé une fois, et puis tu te renseignes. Ah, il y a quoi? T'apprends, puis plus tu te renseignes, plus tu apprends qu'il y a le Field, qui est une scène ouverte tous les dimanches à Paris au Théâtre du Trévise. Ah, tu as le Field, ça commence à faire partie de ton vocabulaire. T'apprends des trucs, genre le Chinchman Comedy Club, au Café de Paris. Ah, c'est qui ces personnes? Ah, je les connais pas. Au début, c'est juste des JPEG, après ça devient des gens, tu viens voir une fois, puis tu rencontres des gens, tu rencontres Boone, tu rencontres un mec qui s'appelle Kairon, tu rencontres un mec qui s'appelle Baptiste, tu rencontres Le Caplin, tu rencontres Bérangère Krief au Pranzo, tu vois, tu t'entends parler des gens, tu commences à comprendre qui fait ce métier. Et puis après, tu passes au Field. Et pareil, au Field, je suis allé m'inscrire, et pendant un mois, en fait, tu t'inscris à main levée. Donc tu viens et tu dis qui fait du one man, tu fais, ah, bon, bah, on va prendre lui, toi, là, tu reviens la semaine prochaine si tu veux. La semaine prochaine, et tu regardes le spectacle à chaque fois, tu vois les autres échouer, ou réussir. Et donc tu dis, ok, donc c'est pas facile, ça va être compliqué. Et je suis pas trop un mec qui transpire, mais là, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment les auréoles sous le bras, quoi. J'avais tellement peur ce jour-là, et ils m'ont dit, ah, tu passes. Et j'attendais de passer, puis à un moment, il me fait non, mais il y a un gars qui est là, il y avait une resta qui est passée au dernier moment. Je suis bon, merde, c'est normal, la resta d'abord. Et puis ils m'ont dit, tu viens la semaine prochaine, et ça a duré 3 semaines, et j'ai pas arrêté, je me suis pas dit, bon, bah, je vais pas y aller, j'y suis allé, et j'ai fait 5 minutes, et j'ai eu un trou. Ah oui. J'ai tellement d'adrénaline dans le sang que le cerveau, il fait, je comprends plus rien. Et c'était pas facile pour moi de faire ce métier de comédien parce que ma mère voulait absolument que je sois avocat. Elle y tenait vraiment, et moi, pour lui faire plaisir, vraiment, je me suis dit, bon, j'ai fait les études pour devenir avocat. Et j'ai trimé, vraiment, pendant 3 ans de ma vie, je me suis donné, puis un jour en CE2, j'ai tout arrêté. Non, je suis peut-être pas fait pour ça, finalement. En tout cas, je suis très content d'être ici, et tu trouves, c'est pas grave, ça va passer. Merci. Et Merci. D'abord, demande-moi pourquoi j'ai arrêté le droit. Je crois que je m'amusais trop, en fait. J'avais un prof de droit qui me disait souvent une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme quand elle peut
encore s'exercer avec un outillage approprié dès lors que cette utilisation est renouvelée tous les jours. Vous avez compris? Bah moi non plus. C'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, j'avais lu 20 livres dans ma vie en comptant les Astérix et les Martines. Du coup, premier passage. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai fait mon premier passage. Et après, j'ai commencé à faire toutes les scènes ouvertes à Paris et rencontrer tous ces gens qui sont un peu dans ma famille aujourd'hui. Ton premier spectacle, ça s'appelait La bande-annonce de ma vie. Ouais. C'était en rapport avec le ciné. Totalement, ouais. Je faisais que des blagues sur le cinéma. Je disais... C'était basé sur la différence entre... j'étais un enfant de la télé et toute cette différence que tu avais entre le fantasme qu'on te donnait à la télé, de la vie, de trucs comme ça, et la réalité, quoi. Donc c'était basé sur ça, sur le côté j'aimerais tellement faire partie de cette réalité. C'était juste un gamin qui disait la vie que j'ai vécue, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Donc c'est ça en fait, ça exprimait cette frustration-là. Je t'ai rencontré en fait vraiment juste après que je pense au moment où tu as arrêté. C'est-à-dire que la première fois que je t'ai vu, tu venais d'arrêter. Ouais, je pouvais plus jouer. Et pourquoi tu pouvais plus jouer? Parce que quand tu fais un spectacle, j'avais... tu sais, tu as un rêve, tu te dis, bon, ce spectacle, et je l'ai écrit pendant 1 an, je l'ai travaillé, je l'ai mis en scène avec Christine JEA à l'époque et tout, et à un moment donné, ça fait 2 ans, 3 ans, tu as fait... je sais pas, à un moment donné, tu dis, bon, ça fait 3 ans, j'ai dû vendre... je crois qu'il y a 900 personnes qui ont dû venir me voir. En 3 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. En 3 ans, il y a 900 personnes? Ouais, 900, 1000 personnes, à peu près. Une fois, j'ai eu la chance de faire une tournée qui s'appelait La Route du Rire, à l'époque, et là, je faisais des grandes salles, mais c'était des premières parties. D'ailleurs, c'était avec Cyril Hanouna, à l'époque, qui présentait la tournée, c'était assez marrant. Il y avait d'autres humoristes, on faisait les premières parties d'humoristes connus et tout, et c'était hyper impressionnant. Et là, je crois que j'ai triplé mes jauges, parce que c'était des salles, ils venaient voir les vedettes, tu vois, il y avait... Et là, j'ai dû faire, en 10 dates, j'ai dû faire 8000 personnes. Donc, tu te dis, bon, ok, 900 personnes, 8000 personnes, ouais, mon spectacle ne marche pas. Mais j'étais content de le faire. Et je travaillais. Puis à un moment donné, je me dis, bon, ça ne m'amuse plus trop de venir avec mon alto, de venir mettre mon looper, de faire les effets, tac. J'avais vraiment un spectacle en plus qui était hyper gourmand. Super, oui, j'ai vu quelques extraits. Donc... Ouais. J'avais 45 effets sur un CD, c'était vraiment un truc hyper audacieux pour jouer dans une cave. Au début, j'ai joué dans une petite cave, puis après j'ai joué dans des endroits un peu moins cave en fait, surtout. Après j'ai joué au Galabru avec Eric qui m'a accueilli. Et d'ailleurs là, quand je suis revenu à Paris pour mon spectacle, j'ai joué au Galabru parce que je voulais, quand j'ai arrêté ce spectacle justement en 2009, j'avais 12 personnes dans ma salle, et là, quand j'ai repris, il y avait 3 dates où c'était complet, et je me dis, waouh, putain, c'est cool. Les mêmes planches, le même gars à l'accueil, la salle est complète. Ah, ça me fait plaisir. Il y avait une sorte j'avais besoin de conjurer le sort. Et voilà, à un moment donné, t'arrêtes parce que tu dis, bon, je vais passer à autre chose. Puis il y a Kairon et Boone, on s'est dit, on va faire un spectacle à 3. J'avais mon créneau, puis on a fait un spectacle à 3. Ah, j'ai pas souvenir de ça en fait. Ah si, Kairon, Boone et Kian mettent en pièce le Comic Hall ou le Galabru. Ah ok. Ouais. Vous aviez donc chacun... Non, on arrivait sur scène et puis des fois on bouffait sur scène, mais on parlait aux gens, quoi. Et, ah ouais. Ouais, c'était marrant. C'était marrant parce c'est là où on a développé tout notre sens de l'impro avec les gens. On avait des blocs, on avait après 20-25 minutes de blocs marrants, qu'on avait tous testés dans tous les sens. Mais on se laissait happer par les conversations avec les gens surtout. Puis dès que je sentais qu'il n'y avait pas trop de conversation, il n'y avait pas trop de flottement, je vais me présenter, puis on avait un bloc de présentation. Du coup, on gagnait du rythme, les gens se décontractaient, du coup on pouvait réabsorber les choses. Je connais tellement les blagues de Boone ou les blagues de Kairon que si on est sur scène et je dis non, mais c'est pas toi Boone qui... Et hop, il enchaînait sur une vanne, du coup on se connaissait tellement bien. Donc c'était hyper intéressant. C'est là que Kairon a développé aussi son instinct incroyable de la répartie. C'est un phénomène aujourd'hui, quand tu le vois sur scène, il est indestructible, quoi. C'est incroyable, il est imbattable. Je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un répondre tenir aussi brillamment un public à chaque fois. Voilà, donc on a commencé à développer ça, puis après on a développé le Bordel Club. Le Bordel Club avec tous les potes, on a commencé à faire ça. C'est une scène qu'on faisait tous les lundis, et ça tourne encore tous les lundis au Galabru. Et c'est cool, c'est souvent plein et tout, donc ça marche bien. Les gens viennent voir une petite troupe. Je crois qu'il y a Sam Melia, il y a Lenny, il y a Adrien Arnoux qui est là. Adrien Arnoux qui est un jeune humoriste dans le sens, il a commencé il y a 2 ans, je crois. Extrêmement prometteur, un gros bosseur, très talentueux, vraiment.
allez voir Adrien Arnoux, parce que c'est un mec brillant. Il n'a pas encore 1 heure, je crois qu'il a 20 minutes, 30 minutes peut-être, mais très drôle. Seb Melia aussi, très marrant, il fallait le voir. Quand tu dis il n'a pas encore 1 heure, c'est pour expliquer aux gens, c'est que en fait tu bosses tes parties de spectacle petit à petit. En fait, exactement. Bah ouais, c'est trop effrayant d'écrire 1 heure et l'essayer derrière. T'imagines le tunnel de pas rire que t'as sinon. C'est désagréable pour toi, pour les gens, pour tout le monde, quoi. Personne ne veut être là. Donc tu testes, t'écris un texte de 2-3 pages, et puis tu vas le tester en scène ouverte, au Bordel Club. Il y a d'autres endroits, il y a le Paname, il y a le Café Oscar, il y a plein d'endroits où on peut tester. Il y a le field, tu testes tes blagues pendant 5-10 minutes. Puis tout ce qui a marché, tu filmes, généralement où tu t'enregistres, et puis tout ce qui a marché, tu le gardes, tout ce qui marche pas, tu le réécris ou tu le muscles. Et au fur et à mesure, tu crées un spectacle. Enfin, c'est comme ça que je procède. Et c'est la manière qui m'a fait moins le mal au ventre. Dans le sens où tu avances petit à petit. C'est là que tu découvres, c'est au Bordel Club que tu rencontres Navo? Ouais, c'est là que c'est là qu'on se fréquente de plus en plus, quoi. Alors la première fois que j'ai vu Navo sur scène, c'était juste après toi, donc je te connaissais déjà un petit peu. Ouais. C'était tellement marrant parce que moi je découvre un petit peu le milieu du stand-up et de l'humour sur scène et tout. Et en fait, pour moi, sur scène, c'était obligé que ce soit quelqu'un comme toi, tu vois, qui rentre sur scène, qui fait plein de gestes, qui fait plein de vannes, le guignol. Ouais, le guignol. Bonjour, ça va et tout. Ouais, c'est ça, extrêmement, l'énergie, extrêmement joué. Et en fait, juste après toi, il y a Navo qui passe et qui monte sur scène avec son micro et qui fait bonjour et d'un ton laconique. Qui débite ses vannes, qui sont vraiment extrêmement drôles. Ouais. Et je me dis, oh mon Dieu, on peut tout faire. C'est pas les mêmes du tout, c'est vraiment étrange. Comment vous vous êtes rencontrés avec Bruno? Comment ça a fité entre vous, en fait? Vous êtes tellement différents. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment différents. Je pense que c'est ça, en fait, on apprend l'un de l'autre, en fait. C'est ça qui est cool. Kairon écrivait, il faisait le Jamel Comedy Club, saison 1, 2 et 3. Navo écrivait pour lui. À l'époque, il travaillait dans un cabinet de notaire. Et il a lâché son taf pour devenir auteur. Et à chaque fois que je le croisais dans les scènes ouvertes, il était là. Je fais, ah, putain, t'es marrant, toi, en fait. T'es super marrant. Et il me dit, ah ouais, je veux voir ton spectacle. Il est venu voir mon spectacle. Il m'a dit, ouais, c'est un beau jouet et tout. Ça doit être vraiment bien d'écrire avec toi. Ça doit être cool parce qu'on peut proposer des trucs auxquels tu vas les bosser, quoi. Et voilà, puis il avait la bande pas dessinée à l'époque, et dès que j'avais une vanne un peu trash que je ne pouvais pas utiliser, je dis, ah, j'ai une vanne pour toi, si tu veux, je te la donne. Il me dit, ah, c'est cool, et il la mettait dans la bande pas dessinée, ça me touchait vachement. J'ai dit, putain, j'ai écrit une histoire, et il la met, une histoire en 3 bulles, mais c'est une histoire quand même, quoi. Et puis lui, il m'a envoyé des blagues sur les cinémas américains, sur le film américain, et je les testais, et ça marchait bien, et puis à un moment donné, on n'arrêtait pas de s'envoyer des blagues. Et puis il y a eu cette question de, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle, et ça te dit? Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à l'époque, on lui proposait déjà pas mal de travail pour écrire des spectacles et tout, et c'était payé. Et c'est pas négligeable, de rien, quand tu gagnes pas d'argent, d'être payé, c'est quand même pas négligeable. Et il m'a dit, non, mais là, c'est cool, là, j'ai pu travailler, et du coup, je préfère me consacrer avec ton spectacle. Et de ne pas faire un boulot d'auteur où c'est payé. Je préfère travailler avec toi, même gratuitement. Et pendant 5-6 mois, on a juste discuté. On a mangé asiatique une paire de fois, parce qu'on kiffe. Et puis on a discuté, on a découvert plein de trucs, genre... il m'a fait découvrir un peu Jacques Brel, il m'a fait découvrir quelques chansons de Raphaël aussi, qui sont très très belles, des textes. Je lui ai fait découvrir Cyrano de Bergerac, je lui ai dit, écoute, il faut que tu lises ça, mec, c'est incroyable et tout. Et on n'a pas arrêté de se stimuler à se faire découvrir des alternatives. Ah, j'aimerais bien un jour faire une série comme ça, ah, ça peut être marrant, ah ouais, tiens, on s'autorisait à arriver à faire des trucs. Et pour le coup, il n'y avait aucun plan de stratégie, de com, de rien du tout. Il y a juste 2 gars qui traînent ensemble parce que c'est cool de traîner ensemble. Et il y a ce spectacle qu'on écrit. On commence à écrire, j'ai 15 minutes de ce nouveau spectacle. Et après, un après-midi, je fais, ah, écoute, j'ai une idée. Ce serait de faire une série avec tous nos potes. Et on serait en rapid speech, tu sais, comme on peut voir dans les films, comme dans Les Lois de l'Attraction, comme on peut voir dans Fight Club, dans Les Clapiches, dans Les Jeunettes, tu vois, dans tous les films comme ça. Et on peut... on mettrait beaucoup de blagues. C'est pas une histoire pour faire une histoire, on mettrait toutes nos vannes, que ce soit marrant. Et ce serait plus un court-métrage. Donc au début, on commence à écrire, on dit, ah, ça peut être l'histoire d'un gars qui se prépare, qui va à une soirée, qui revient, et puis il voit une nana, il la drague et tout.
Et après, on commence à écrire, on se rend compte que préparer, on se dit, ouais, attends, il va arriver. On met déjà la soirée, on fait ça, et puis on se rend compte que c'est cool, ça peut être cool qu'au début, mais à qui il raconterait l'histoire? Ah, je sais pas. Ah, t'as raison, tu dirais, qui va raconter l'histoire? Il pourrait être son pote, il arrive le matin, son coloc peut-être, où il dirait, alors qu'est-ce que t'as fait hier? Il dit, j'ai fait ça. Il dit, ouais, ça sert à rien ce truc avant, donc viens, on commence direct en disant, voilà, c'est l'histoire, quoi. Le mec il parle, on s'en fout en fait de qui il est, enfin, qu'est-ce qu'il a fait hier soir. Comment on pourrait appeler ça? Et puis, c'est pas. Bref, j'ai fait ça, c'est cool. Et c'est né comme ça en fait, c'est né de deux gars qui écrivaient un spectacle, qui sont autorisés à penser à autre chose. Et deux gars complètement. Et c'est ce court-métrage qui est sorti, pardon, complètement inspiré de cette génération jeux vidéo, 8 bits, de 8 bits au cinéma VHS qu'on a connu, tous les grands films des années 90 qui nous ont marqués à fond, 2000, Internet aussi, le côté genre, ça, on a envie de le voir. Ce court-métrage, moi j'ai envie de le voir sur Internet, ça serait trop bien, ça pourrait être super et tout. Et Navo me dit ça, faut vraiment le faire, faut qu'on le fasse, parce que je sens bien le délire. Je dis ok, on le fait. Et donc le court-métrage, ça s'appelait Bref, j'ai dragué cette fille. Donc à ce moment-là, j'appelle tous mes potes. Je dis, voilà les gars, on a écrit un truc avec Kairon, avec Baptiste, avec mon frère. Ça vous dit de vous rassembler? Ouais, carrément. J'envoie le script, ils sont contents. Ils me disent ouais, carrément, je le fais. Ça vous prendra pas beaucoup longtemps. Une journée, même pas. On s'occupe de tout. Et là, j'ai commencé à réunir tous les gens que j'avais kiffé, dont Amélie, une maquilleuse que j'avais rencontrée dans un court-métrage, qui était tellement gentille. Je me suis dit, c'est une maquilleuse incroyable, faut travailler avec elle. Et puis elle nous suit depuis longtemps, elle est encore avec nous sur Bloqué, parce que c'était une personne formidable. Même quand, tu vois, c'est pour ça quand tu fais plein de choses, des fois, tu dis, pourquoi j'ai fait ce court-métrage? En fait, c'est rencontrer quelqu'un en or, en fait, à ce moment-là. Puis j'avais Joss, mon chef-op, je voulais que ce soit une image cinéma, je voulais pas que ce soit juste un truc filmé à la va-vite. Et Joss a pris une équipe lumière. On a continué à prendre des gens. Harry, qui était mon manager, qui a produit ce court-métrage, qui a dit c'est cool les gars, faut bien le préparer, faut bien le faire et tout. Et on l'a fait tous ensemble. Et il y avait Alice David aussi que j'avais été assistant de casting sur un boulot et j'avais dit cette meuf elle est mortelle, faut la prendre, elle joue trop bien. Et elle n'avait pas été prise et moi j'ai pas été pris non plus. Après on m'a dit ça arrive. Et du coup, j'ai gardé ses coordonnées, je l'avais contacté sur Facebook, je fais écoute, j'ai écrit un petit truc, viens, on fait des essais si tu veux. J'avais fait des essais avec ma vieille JVC, elle m'a dit mais ce sera la caméra du court-métrage. Je fais non, ce sera une vraie caméra et tout, c'est juste là pour voir si ça marche et tout. Et puis du coup, ça a matché un dimanche et puis après on est parti avec Valentin Ferron, avec qui on faisait plein de blagues déjà depuis des années, et le monteur, on s'est enfermé avec lui pendant une semaine et puis on a fait ce truc. Et puis, je suis passé d'un lundi à un mec en slip à la maison où t'as Harry qui me dit « Ouais, on a rendez-vous avec Canal mercredi matin, mets un froc. » Et donc, je suis au magasin de froc. Et je suis allé... Et c'est incroyable parce qu'il n'y avait aucun rêve de gloire ou de « Ah, ça va marcher, ça va être super, les gens vont partager. » Non. C'est côté genre, j'étais hyper impressionné. J'étais au bureau d'Ariel Serraco, David Sochanek, Christelle Graillot, j'étais là, ça va? Oui. Et ils étaient là, vous voulez en faire d'autres? Oui, faudra qu'on réfléchisse, absolument, je ne sais pas trop, parce qu'il faut d'ailleurs voir un peu comment ça peut fonctionner. Tu sais, tu fais l'adulte, et à l'intérieur, tu es là, tu fais, c'est un truc de ouf! Et puis après, ils ont dit, ok, on part sur 40. Et on a repris l'équipe et on est reparti. On a écrit tout en 10 minutes, en 10 jours, pardon. Non, mais parce qu'en fait, on a attendu vraiment qu'ils signent le visa. Tu sais, quand tu fais ce métier, la télé, des fois, c'est un peu... la télé, ou même au-delà de la télé, au-delà de ce métier, c'est l'espoir. Quand tu as un rêve et que les gens te mettent de l'espoir, et que ça se fait pas, c'est dur. C'est vraiment dur à vivre, vraiment. C'est le genre de truc qui peut te faire arrêter même. Et du coup, je dis, tant qu'ils n'ont pas signé le visa d'exploitation, c'est-à-dire le visa de... Maintenant, voilà, ils vont nous payer pour le faire et on va le faire et après on va devoir le monter, tout ça. J'y crois pas. Donc ils attendent. Et nous, on a attendu, genre, je dis, non, c'est cool, on n'écrira pas tant qu'on... Vraiment, les gars, mec, j'étais en galère, j'étais vraiment en galère. J'étais tellement en galère que je pouvais pas m'autoriser à me dire, c'est bon, ça va me payer mon loyer. Je pouvais pas m'autoriser ça parce que si je faisais ça, je me brûlais la tête. Et après, j'arrêtais, quoi. Et du coup, on a attendu. Et puis à un moment donné,
1er juillet, il fait ouais, c'est bon, ils ont signé le visa, comme il avait dit, en tout cas. Non, mais vraiment, c'est ça, ça s'est passé cool. Et j'ai appelé mon daron, et qui j'étais un peu en fight pendant quelques temps, parce que faut que tu fasses du droit, mec, faut que tu fasses ça, c'est important. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que je peux dire aux gens? T'es acteur, c'est pas un métier, etc. Et on a pleuré tous les deux au téléphone comme deux vrais bonhommes. Parce que c'est ça, être un bonhomme. Il était content. Il était heureux, surtout. Je pense qu'il était soulagé, parce que ça doit être dur pour un mec qui a quitté son pays. Encore une fois, il n'y a aucune animosité là-dedans, c'est juste que c'est que de la compréhension, quoi. T'imagines, tu viens pour que tes enfants ils aient une situation stable et tout. Il y a un début de situation stable qui se crée dans la famille, une sorte de... L'avocat, c'est quand même la réussite sociale. Puis là, tu fais non, je vais faire un truc dont personne ne comprend, et puis je vais faire des trucs, et puis je vais jouer dans des endroits où il y aura 12 personnes, et on ne me verra pas à la télé. Et les gens me diront, mais pourquoi on ne te voit pas à la télé? Et des fois, je ne serai pas marrant, et des fois, je serai marrant, et des fois, j'essaierai des trucs. Et puis à un moment donné, ça prend. Et du coup, ça nous a bien réconcilié tout ça. On est devenus des potes avec mon père à ce moment-là. On n'était plus un père et un fils. On n'est plus un fils qui sacralisait son père en le mettant sur un piédestal et un père qui regardait son fils en devant lui dire bah, dans la vie, il faut faire ça. On était deux gars qui fêtent sa plaie. Ça va, ah ouais, cool et tout. Ah, j'ai vu, c'est pas là, c'est cool. Ah, putain, c'est bien, j'ai compris. Ah, putain, t'as compris, ça claque. Ça s'appelle devenir adulte. Je crois, je sais pas, je suis content de l'apprendre. Je suis content de l'apprendre. Non, je pense que ça s'appelle devenir adulte. En sortant de Bref, vous partez pour faire le fameux film de Bref. Ouais. Où est-ce que ça en est le projet? Parce que je pense que les gens l'attendent. On a commencé à écrire, on avait commencé à écrire. Les gens te le demandent toujours, non? Oui, on me le demande souvent, mais je suis très touché et ça me touche beaucoup parce que c'est preuve qu'il y a un intérêt et mine de rien, ça me touche. C'est pas l'occasion qui fait le film, qui fait l'histoire, c'est l'histoire qui fait l'histoire. Et pour l'instant, l'histoire, on l'a pas. On avait écrit un truc, on l'a jeté parce que c'était pas bon. Et puis il y a eu la vie, quoi. Il y a eu j'ai eu une maladie dans ma famille. Il a fallu que j'accompagne la personne jusqu'aux portes de la vie. Et puis c'était du temps. Et puis pour un homme, c'est quelque chose de... Pour un être humain, c'est quelque chose d'important à vivre. Le deuil, le temps qui passe, il faut que ça existe, quoi. Il faut que ça existe vraiment dans ta vie, donc il faut digérer tout ça. Et puis à un moment donné, tu te dis, ouais, mais je suis plus le même homme, je suis plus le même auteur aussi, donc du coup les choses changent. Et ça s'est vachement senti d'ailleurs dans l'écriture de mon spectacle. Et je suis allé, ou dans Bref, je parlais déjà de choses très intimes, bah là ça m'a ramené dans une temporalité, dans le côté genre, ok, là on est ici et maintenant, et il n'y a que ça qui compte. Et du coup ça a bouleversé complètement mon écriture, et tout ce qu'on avait écrit avant, c'est dit, ouais, ce qu'on a écrit c'est bien, mais ça ne me correspond plus, et Navo aussi, on s'est regardé, on a dit, wow. Donc on évolue tranquillement. J'ai eu la chance entre-temps de faire un Forest Tea Party, de tourner avec Cédric Clapiche, de tourner avec Rémi Besançon, de tourner avec Julien Nil pour Lou. Là, Rosalie Bloom avec Julien Rapneau. Il y a eu des projets qui se sont enclenchés, mon spectacle. Mine de rien, c'était 3 ans de ma vie où j'ai vachement bossé quand même, où je me suis pas beaucoup exposé, mais j'étais très, très heureux des projets que je faisais. C'était hyper gratifiant pour moi. T'as choisi beaucoup, j'imagine? T'as dû choisir? Choisir, c'est-à-dire trier. Ah, trier? Oui. Ah, en fait, je sais pas, une sorte de tri ou de choix, c'est le côté genre, bon, bah, en ce moment, ça me dit bien, ça. Et puis, c'est la rencontre avec les gens, c'est la rencontre avec... Besançon, c'est une référence, même dans Bref, c'est une référence totale. Donc, quand ce mec t'appelle et te dit, viens, on se rencontre, oui, j'arrive. Oui, bien sûr, tu fais l'adulte. Écoute, ouais, vraiment, jeudi. Bien sûr, je serai là vers 13h, très bien. Tellement 13h. Et donc il y a un côté hyper accueillant en fait. C'est quand Foresti t'invite à Bercy, c'est une belle manière de te dire bienvenue. Bienvenue dans le métier, tu nous as parlé. Du coup on t'invite. Du coup c'est gratifiant. C'est gratifiant pour le mec en slip du lundi. Qui a fait un rendez-vous chez Canal et ensuite les choses sont emboîtées. Mais après, il y a du travail derrière, il y a des échecs et de la répétition et plein de choses. Mais toutes ces répétitions-là que tu as fait pendant des années, bah, ça sert, mais non, ça sert à... je sais que le personnage de Bref, bah, c'est un mec qui est comme ça, mais mine de rien, il lui arrive pas mal de clowns, tu vois, c'est quand même... Il se lève à côté d'une meuf, il se gifle, tout ça. Bah, ce clown-là, j'ai réussi à l'avoir grâce au hip-hop que j'ai fait quand j'avais
c'est le hip-hop en fait, c'est le pop, c'est le Smurfs, tout vient de là en fait. D'ailleurs mes potes de Reims ils me disaient ah bien ouais la vague on l'a vu, tu sais, on a vu ça, on a vu que tu avais fait ça, c'était hyper agréable, c'était vraiment genre des trucs qui se reconnectent en fait, et tous ces moments, tous ces courts-métrages que tu fais dans le magasin de ton daron, après tu sais de plus en plus diriger une équipe, et pareil pour la musique, quand je compose des musiques pour Bref ou de manière globale, et ben ça vient en fait, la musicalité dans Bref c'est parce qu'il y a eu de la musique avant, c'est tout se connecte en fait, comme dit Steve Jobs dans son discours de Stanford. Non, et toutes les choses ont un sens en fait à ce moment-là, tous les moments de galère, on se dit ouais, c'est chaud là, en ce moment, cool, j'ai de la bonne matière à écrire, je vais maîtriser ce sujet. Donc vous décidez, parce que tu décides toi vous décidez avec Bruno de mettre de côté le film, ouais. Et comment ça se passe la transition vers le spectacle? D'abord, vous avez fait une conférence, et ça, je pense qu'il faut en parler. Ouais, d'où ça sort cette histoire de c'était conférence? très naturel, ouais. En fait. Et les gens, en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a Montréal, le festival ZooFest. Martin Durocher nous contacte, il dit est-ce que vous voulez faire une conférence? J'organise une conférence à Montréal. Il nous dit parlez-nous de la créativité dans vos projets. Et on dit ok. Et en plus, on a dit les billets d'avion sont payés. Je dis bon, voilà, Montréal gratos et tout ça claque. Il est. Quelle heure il est 1000. On est foncé de fatigue. Il faut qu'on tienne en fait, sinon on va être décalqué de tout le voyage. Donc là, il doit être 23 h bientôt et on doit aller se coucher parce que demain on va forcément se réveiller à 6 h du mat. Et c'est conseillé de. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai plus envie de parler. On va à Montréal et tout. Et moi, j'avais 20 minutes de spectacle. J'avais écrit 20 minutes en même temps, donc je faisais 20 minutes de spectacle avec d'autres artistes. Je partageais la scène avec un mec qui s'appelle Adi Belkhalideh, qui est formidable. Mehdi Boussaïdan, il y a Jérémy Demey qui est venu, il y a Pierre Cross qui est venu faire les premières parties à Montréal aussi, qui était là. Et puis on a eu cette conférence, donc on a commencé à écrire et on a partagé en fait avec les gens, parce que j'aime bien partager. Parce que je pense qu'on est tous des fois à une étape de notre vie, on a besoin d'une information qui peut changer beaucoup de choses, qui peut t'amener un déclic. Donc c'est des choses qui m'ont apporté quand Dubosc parle d'une interview et qui dit que lui il a commencé au Réservoir parce que Mouziouf lui a dit bah vas-y t'as qu'à monter sur scène, et il monte sur scène. Et ben ça pour un gamin qui est à Reims, c'est hyper important en fait. Tu dis ah waouh il a commencé lui en fait. Donc on partage le retour des choses. Et puis il y a cette conférence qui est sortie et puis on l'a fait, c'est vraiment incroyable, on l'a fait à Montréal. Puis on l'a fait au Théâtre du Rond-Point, qui est quand même un grand lieu de l'auteur vivant en France. Et puis au Palais de Tokyo, c'était incroyable. C'est des trucs qu'on a fait juste par instinct, parce qu'on se dit, bah ouais, c'est marrant, puis on va partager. Et il faudrait qu'on en fasse une petite capta de ce truc, ou qu'on le partage avec les gens, ça peut être intéressant. En tout cas, dans l'équipe de Mad, on était venu le voir au Palais de Tokyo, et il y a beaucoup de gens beaucoup de filles dans l'équipe qui s'en servent encore et qui m'en parlent. Je suis touché, Faudrait qu'on le... Je crois que j'ai un audio qui doit traîner. Ça va pas être très bonne qualité, mais je pense que ça peut... Il y a le propos, quoi. Ça fait le taf, quoi. Ok, et donc après donc tu commençais déjà à écrire le spectacle. Ouais, j'ai commencé à écrire le spectacle, et c'est vrai que, je te dis, il y a les événements qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû me recentrer, et puis j'avais envie de parler de choses, j'avais envie de me mettre un défi, quoi, de dire ok, on va prendre des trucs pas marrants, on va les rendre marrants. Et c'est un truc hyper freudien, mine de rien, je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'est un psy, mais il dit on peut pas toucher à l'angoisse, ce qui t'angoisse on peut pas le toucher, on peut pas l'enlever, il suffit de se déplacer et de voir une autre facette de ce truc-là pour le trouver un peu plus différemment. Drôle, mélancolique, plein de choses, mais tu peux pas toucher à un truc, tu peux pas l'enlever. Et c'est le mécanisme que je fais dans Bref, et je suis allé encore plus loin avec, pour le coup, c'est le spectacle, c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment des trucs qui me sont arrivés dans la vie qui sont pas drôles, comme dans Bref, où c'est au final pas drôle, c'est juste un mec seul qui subit un peu ses fantasmes et le choix des autres. Et je raconte ces histoires-là de manière totalement simple, et on passe un bon moment. Et je te jure que ça remplace tes mauvais souvenirs et ça les rend meilleurs. Parce que tu te dis, ah, c'est vrai que c'était relou ce moment. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pleuré beaucoup. Mais à ce moment-là, tu le changes, en parlant, sans faire changer le propos. Et ça aide. Ça m'aide moi en tout cas dans ma démarche. Et là, on a fait 60 dates. On a joué en Suisse, en Belgique. Quand je dis on, c'est avec Navo. Il est venu, il a fait la première partie. Et on a écrit ensemble. Ouais les gars, on
repart dans l'autre sens parce que j'ai mis un putain de trampoline. 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres et impact. Et pow. Oh, hein, trampoline mon pote. Trampoline mon pote. Trampoline mon pote. Et que ce soit en Suisse, en Belgique, à Montréal ou dans toute la France, de Nice à Paris, à Lille, je suis content parce que j'ai pas eu besoin d'adapter le propos. Ou, je parle de mots, j'utilise des mots que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de référence à quelque chose de temporel ou d'un événement temporel où j'en sais, moi j'étais pas à Paris à ce moment-là donc je peux pas savoir. Je sais pas, je suis content du retour que j'ai des gens, ça me touche. Ça me fait du bien déjà qu'ils viennent et qu'ils me disent ah on est venu, on s'est dit bah ouais le mec de Bref on va voir et puis j'ai quelqu'un qui m'a dit ah c'est cool j'étais venu voir le mec de Bref et ben je suis sorti et je connais un peu plus Kian et ça me touche. Enfin moi il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'en fait tu parles vraiment de trucs extrêmement intimes. Ouais. Tu parles de tes fantasmes, ouais. Tu parles de tes le spectacle s'appelle Pulsion. Ouais, je parle de mes pulsions. Tu creuses. Là je vais encore plus loin. Ouais, je vais plus loin parce que c'est des choses qu'on a. Au début de l'interview, on parlait de l'école qui nous apprenait à être des bons élèves. Parce que c'est normal, je suis pas en train de dire l'école, ça pue la merde, je dis pas ça, je dis juste que c'est un système, il marche, il fait ses preuves. Il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer, voilà. Dans toute cette éducation-là, et peut-être que je blâme personne, mais on m'a pas appris à gérer ça. La peur, à gérer la violence, la haine, le ressentiment, la pensée mécanique, tout ça, on n'a pas appris à gérer ça. Après, tu te retrouves en adulte à gérer des problématiques et te dire c'est marrant quand même, à chaque fois il m'arrive ça, je fais ça et j'aime pas, et du coup je me retrouve dans une situation où je suis pas bien. Et tu commences à 30 ans, tu commences à identifier des schémas. Tu dis, c'est marrant, c'est mon 8e schéma. C'est pas la même personne, c'est pas trop c'est la même situation, mais c'est pas la même personne. Et tu commences à te remettre en cause par rapport à ça. Et du coup, je pense qu'il y a J'adore explorer l'intérieur, l'intimité, et bizarrement, c'est ce qui nous réunit tous. On a tous des pulsions de violence, on a tous été un jour dans une file d'attente, frapper sur un mec qui te double, dernier moment, c'est l'injustice totale. Je vais plus loin dans le spectacle, je parle de la pulsion sexuelle, la pulsion de bouffe, et j'essaie d'amener des petites solutions, enfin mes solutions. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui me disent sur Twitter, parce qu'après on se parle un peu sur les réseaux sociaux et ils me disent que il leur reste des choses. Et je suis trop touché de ça parce que c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est de dire cool, je raconte des histoires et ces histoires sont les miennes et les gens retiennent des choses. Ils sortent de là et ils disent ah cool, ça m'a fait du bien. Ah je fais ça, c'est mission réussie. Tu vois des psys toi? Plus maintenant, mais ouais. J'ai vu un psy. Ouais. Ça t'a aidé? Ouais. On est en train de bosser là-dessus un petit peu sur Mademoiselle aussi, d'inciter les filles les lectrices de Mademoiselle. Ok, c'est sexiste. T'as que les filles qui ont le droit de voir des psys. Ok. Tu peux, si tu veux, en tout cas les Mademoiselles. T'es une Mademoiselle aussi si moi, j'ai pas de culotte. Tu as le droit. À aller voir. Si tu... Boxer? C'est un boxeur. D'accord. À aller voir des psys en fait. Ouais. Avec le recul, toi, ça t'a apporté quoi? T'as l'impression de... ça m'a évité des souffrances. Ça m'a fait du bien parce que le mécanisme du psy, j'en ai fait un épisode dans Bref d'ailleurs, mais le mécanisme du psy, c'est qu'il y a une pièce où tu vas toutes les semaines, où tu dis des trucs que tu avouerais à personne, quelqu'un qui te juge pas, tu sors les choses et après tu vis ta vie. Mine de rien, tu te sens plus léger. Des fois, tu as envie de pleurer, des fois, tu n'es pas bien, des fois, tu es plus heureux. Mine de rien, moi, j'ai eu vraiment besoin d'en faire. J'ai eu un gros état dépressif il y a à peu près 10-12 ans, 13 ans même, assez dur. Donc, il a fallu vraiment que mon corps aille voir un psy. Mon esprit en tout cas aussi, et c'est important parce que après c'est pas la solution, c'est une solution. C'est pas les psys, c'est les dieux du bien-être, c'est comme ça qu'on arrive à être en phase avec soi-même. C'est une solution, il faut essayer. Si ça te botte d'essayer, déjà c'est courageux d'y aller parce que de moins en moins, c'est de moins en moins jugé, genre t'es ma boule, genre vraiment t'es pas un mec net d'esprit dans les années 80. Mais il y a un côté, pourquoi tu vas voir un psy, tu vois, il y a un côté genre incompréhension. Ça fait du bien, il faut les essayer, c'est comme en amour, il faut essayer. S'il y a un psy qui ne te convient pas, bah change, va voir un autre psy, et ça sera peut-être meilleur la deuxième fois. Ce que ça m'a apporté, ça m'a fait du bien, mais il n'y a rien de plus qui m'a fait du bien que d'écrire. Ma série, elle m'a fait vraiment du bien.
d'admettre toutes ces petites hontes, ces petits moments, c'est pas très glorieux, et que les gens disent « Ah bah, moi aussi ». Je fais « Ah bon ?» En fait, on est pareil. On est assez pareil. On cherche tous à avoir une coque d'iPhone un peu différente, une coque de téléphone un peu différente, ou un téléphone un peu personnalisé. En fait, on est tous un peu pareil. Donc, c'est une phrase qu'on disait, c'était « Moi, je suis comme tout le monde. Je crois que je suis unique. » Donc, c'est assez... Les psys, faut essayer. Si ça te plaît, faut essayer. Le plus important dans le mécanisme du psy, c'est de parler, en fait. C'est d'extérioriser les choses, de les écrire, de les sortir, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un système à vérifier naturellement avec les spécialistes, mais parler, ça prend le mot, ça te le met dans la bouche, et mine de rien, tu le mastiques. Et ça lance le process digestif de ton cerveau. Voilà. Je suis tellement d'accord avec ça. En tout cas, ça m'aide. Et le faire des blagues, c'est encore mieux. D'en faire des blagues, ouais. C'est clair. Tu fais un truc de fou quand même. Enfin, j'avais jamais vu ça. Sur Twitter, tu réponds aux gens. Ouais. Après chaque spectacle. Ouais. Où tu leur mets des petits mots. Ouais, je leur écris à la main. Ouais. Et tu le prends en photo. C'est ça. Et tu postes sur Twitter en disant merci. Ouais, parce que je trouve ça cool. Parce que tous les gens qui ont fait le déplacement pour venir me voir, je trouve ça hyper touchant. Dans cette tournée de perfectionnement de mon spectacle, ça m'a vachement touché que les gens viennent, que les salles soient pleines. C'est un luxe énorme, et que les gens soient venus, qu'ils aient dit sur Twitter ah, c'est cool, on a passé un bon moment. Bah, je trouve ça cool. C'est pas parce qu'on est dans une ère où tout est numérique que tout doit être numérique. Tu vois, il y a un côté... je sais pas, je pense que en 1700, si on avait pu envoyer une lettre plus rapidement, bah, il l'aurait écrite et puis il l'aurait envoyée rapidement, en fait. C'est pas une question d'attente, c'est une question de transmission. Je fais ça aussi en texto aussi. Bah, faites-le d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Tu fais un petit truc, tu dis bah, hey, j'espère que tu vas bien, à bientôt, on se prend un café quand tu veux, point. Tu signes, tu photographies, t'envoies par SMS, MMS. Et à la personne, en fait, ça la touche. Parce qu'elle se dit ah, il a pris le temps d'écrire un truc. Et mine de rien, ça nous reconnecte. Je pense que tout le monde kiffe recevoir une lettre ici. Pour ça, je vois des cartes postales encore à mes potes. Parce que je dis ah, voilà. Je vois des cartes postales à mes potes parce que je sais que c'est genre ah, une carte postale, je suis quelqu'un, bonjour. Ça veut dire un côté considération que j'aime bien. Donc les gens peuvent t'envoyer des lettres. Oui, et puis ça bizarrement, enfin même pas bizarrement, c'est que les êtres humains sont hyper tous. Quand tu stimules la créativité de quelqu'un, oh, ça va l'animer, et puis il va prendre du papier. Il y a plein de gens qui me répondent ah, merci pour le note, ça me fait plaisir. Et donc, qui te répondent à l'écrit, donc. Qui te répondent à l'écrit, c'est ça? Ouais, qui me répondent à l'écrit, ou des fois ils me disent ah, merci pour la note. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis on a mis un petit hashtag, j'ai mis un petit hashtag et tout. Les gens pourront voir. Si vous voulez qu'on s'écrive, c'est avec plaisir. Je vais recevoir trop de lettres. Mais dès que j'ai un peu de temps, ouais, je le fais parce que ça me. Je sais pas, ça fait du bien aux gens, ça me fait du bien. Faut pas oublier le. Il y a quand même cette histoire. C'est pas parce que tu likes les photos de quelqu'un que tu penses à la personne, que tu dis ah, mais j'ai liké tes photos, je suis au courant de ce que tu fais sur Facebook, c'est important. Il y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie, et je pense, je suis pas Michel donneur de leçons, mais il y a un côté. C'est toujours agréable quand même. C'est agréable. Il y a un côté, c'est comme le feu. Tu te mets près du feu, c'est agréable. Et quelqu'un prendre tes nouvelles d'une manière un peu marrante, c'est agréable. Tu joues à l'Européen là? Ouais. Donc c'est ta deuxième maison, c'est ta maison secondaire en fait. C'est ma maison pendant 2 mois, 2-3 mois. Ouais. Tous les week-ends? Du jeudi? Jeudi, vendredi, samedi. Comment tu l'appréhendes? Ça y est là, c'est bon, parce que tu me disais au fait au tout début de ta tournée que tu avais la trouille. Ouais, j'avais le trac, j'avais énormément le trac. J'avais un trac très puissant. Là, j'ai le trac, mais en fait, c'est un trac de j'espère être à la hauteur. C'est un trac nécessaire. C'est ce qui me donne l'énergie pour bouf. En fait, c'est ouais, on le fait. 1 heure avant, 5 minutes avant, après, ça te donne le carburant. C'est ce qui est cool dans la peur, c'est que ça t'aide. C'est excitant, ça rend les choses excitantes. Quand tu as réussi, après, tu es fier. Et la tournée de perfectionnement, c'est dans l'écriture, mais aussi dans le plaisir avec les gens, la communication avec les gens. C'est ça aussi que tu travailles. Et commencer dans des endroits aussi bienveillants qu'à Montréal ou Bruxelles, à Lille, qui sont des publics incroyables. D'aller ensuite à Marseille, à Nice, qui sont des publics hyper chaleureux aussi. En Suisse, j'ai passé 4 jours en Suisse, 5 jours, j'ai joué 5 dates en Suisse. Les gens étaient là, et ils ont fait le déplacement, et ça me touche. Donc ça donne de la force, et du coup tu continues. Ça t'énergise en fait, tu te dis le plus du temps, on pense, on se dirait ça va me fatiguer et tout, faut que je fasse ça, mais en fait ça t'énergise. Aller au-delà de ta peur, ça t'énergise, ça fait du bien. Et donc après tu tournes?
Tu retournes ou tu... Ouais, je repartis en tournée derrière, je fais 2 mois et demi à l'Européen, puis après je repars en tournée dans toute la France à partir de la rentrée. Et après je reviendrai à Paris l'année d'après. T'as filmé plein de trucs, en fait, en off. Pourquoi donc avec ta petite caméra là, que tu m'as fait découvrir... Ouais, j'ai une Legria de chez Canon. Ah bah non, mais attends, c'est génial. C'est Canon qui m'avait envoyé il y a 3 ans, qui m'a dit « Oh, on crée une caméra, c'est un prototype. Est-ce que tu veux essayer le truc » et tout. Je commence à l'essayer. Je me dis « C'est chambé votre truc ». Et du coup, ça m'accompagne depuis 4 ans, même 3 ans. Je sais plus. Le premier truc, après j'en ai une deuxième et c'est formidable quoi. J'arrive en stand-up et après ce qui est ouf c'est que tous les stand-uppers après on fait c'est génial cette caméra, c'est quoi ça? Puis après c'est cool, c'est que c'est un outil incroyable. C'est une caméra que tu la poses et pour l'intimité c'est parfait. Parce que ça donne un super son. Je fais un peu de la pub pour eux mais c'est génial. Franchement c'est un outil de journal. Si tu veux faire un journal de bord, ça peut pas être plus parfait. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir quand j'avais 15 ans et tout. Donc c'est un outil formidable pour moi. C'est un truc, ça m'aide et tout. Si je peux filmer n'importe quelle scène, là j'ai à peu près beaucoup de rush. Là, tu veux en faire quoi? J'ai 3 terras de rush. Je sais pas. Je sais pas. J'y travaille encore, j'y réfléchis. Je pense que j'ai pas encore trouvé la bonne formulation, mais j'ai envie de partager ça. Comment, je sais pas, mais j'ai envie de partager ça. Ok. Si vous avez des idées, hashtag Kian Pulsion, pluriel, n'hésitez pas. Non, mais c'est bien de filmer les moments où tu doutes, parce que quand tu les revois, tu fais « Ah oui, c'est vrai ». Oui, de mesurer le chemin. Ouais, tu mesures le chemin, tu dis « Ah mais c'est vrai que j'ai fait ça ». J'oublie beaucoup. J'ai pas une mémoire à me dire « J'ai fait ça ». J'ai pas une mémoire à trop fait, tu vois. J'ai pas... Kian, merci beaucoup. Merci à toi, merci Fabrice. C'était un excellent moment. C'était un beau moment. Merci beaucoup pour ce moment. Bah, merci à toi. C'était très cool. J'ai vu moi le spectacle à Lille. Alors, quand tu l'as joué. C'était une des premières que tu as vu. Alors moi j'ai vu plein de bouts en fait, au fur et à mesure. En fait il y a un truc qui est bien, c'est les soirées première fois d'Yacine Bellous qui sont top. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai écrit ce spectacle. C'est une soirée, c'est tous les mois, il y a Yacine et Mime organisent une soirée qui s'appelle les soirées première fois. C'est généralement à la Nouvelle Scène. C'est une sorte de bateau, c'est hyper chic, stylé et tout. Petit théâtre, 120, 130 places je crois. Et le deal c'est qu'il y a des artistes qui viennent, musicaux et comiques, et qui viennent raconter un texte ou jouer une chanson pour la première fois. Ils l'ont jamais joué avant, ailleurs, devant des gens. Peut-être dans leur salon, leur salle de bain, mais c'est inédit. Et du coup, c'est hyper excitant, et il y a beaucoup d'artistes avec qui à chaque fois on a un peu la peur au ventre, genre toi aussi, parce qu'il faut savoir que quand tu as plein de certitudes, dans ce métier, tu as répété plein de blagues, pendant 3-4 ans, tu as des blagues qui sont sûres, repartir sur 5-10 minutes complètement incertaines, c'est hyper excitant. Et du coup, il y a une vraie bienveillance dans le public, parce que les gens sont contents de découvrir des nouvelles choses. Et allez-y, vraiment c'est top. Et c'est grâce à ça que j'ai écrit mon spectacle aussi. C'est clair. Ça m'a fait des belles deadlines. J'ai vu plein de sketchs que tu jouais pour la première fois, il y a 3 ans. Bah ouais, ça donne une énergie de ouf. Et tu l'as vu à Lille alors? Et je l'ai vu à Lille et c'était vraiment fabuleux, c'est très cool, vraiment. Bah merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir te dire ça parce que je le pense en plus sincèrement. Bah merci. Si tu avais fait un spectacle moyen, j'aurais fait oh bah allez voir Kian. Mais bon voilà, là je le pense. Bah cool. C'était relou. Non, je suis content, bah merci beaucoup, ça me touche. Tu as réussi à mettre en place un vrai spectacle avec un vrai fil rouge, c'est-à-dire que tu as très peu de noir, si je me trompe. Il n'y a pas de noir, j'arrive sur scène et puis je parle. Voilà, et en fait ça s'enchaîne à merveille et c'est. Bah merci. Tu passes de l'endorphine des trucs plus durs avec dans le même spectacle et ça roule nickel et qu'est-ce qu'on rit. Bah, merci. Tu sais j'avais mal là, tu sais aux j'aime pas, c'est un bon compliment. Ça fait mal quand je suis sorti de là. Bah merci beaucoup. Bon courage pour tout Kian. Bah je prends. Et puis un grand merci pour tout. Et merci de parler de tout ça, ça me touche. Bisous. Salut. T'es féministe mais tu suces des queues. Et oui Coco, parce que j'en ai envie. C'est pas parce que je défends l'égalité des sexes que je refuse certaines pratiques sexuelles. D'ailleurs, je dispose de mon corps comme je veux et je mets ce que je veux dans ma bouche